Ik zou niet weten waarom het nog spannender in Amsterdam zou moeten worden dan het al is. Nou, ik denk dat er in ieder geval partijen zijn die niet zo blij met zijn vrijlating zijn. Op de eerste plaats natuurlijk politie en justitie. En deze man heeft inmiddels zoveel vijanden gemaakt dat die ook weer wat scherper zullen zijn, verwacht ik. De Telegraaf brengt vandaag toevallig een portret over Marta. Zijn advocaat is woedend over de aankondiging op de voorpagina, waarin direct verband wordt gelegd met de zelfmoord van de verdachte van de moord op de boezemvriend van Marta. Anvers, le 15 octobre 2012 à 22h47. 4 hommes dans une Volkswagen Golf noire avec des capuches relevées. On sent la tension qui est palpable. Ils s'apprêtent à faire le coup de leur vie. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Dans 72 heures, ils seront tous morts, découpés, brûlés, complètement effacés. Et leur crime ? Avoir volé les mauvais kilos, aux mauvais hommes et au mauvais moment. Bienvenue dans l'histoire la plus stupide et la plus sanglante du crime organisé européen. L'histoire de comment 200 kilos de cocaïne ont déclenché une guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Parce que vous pensiez que Taghi avait inventé la violence aux Pays-Bas ? Grossière erreur. Avant Taghi, avant les têtes coupées, avant les avocats assassinés, il y avait déjà le chaos. Un chaos qui s'appelait la guerre Marta Benaouf. Une guerre entre frères, entre amis d'enfance, entre témoins de mariage même. Et tout a commencé par 4 abrutis qui se faisaient appeler, c'est trop beau, hein, les tortues. Vous imaginez ? Vous vous prenez pour Scarface, mais votre nom de gang, c'est les tortues. Niveau street cred, on a quand même vu mieux. Mais ces tortues-là allaient déclencher un tsunami de sang dans les rues d'Amsterdam. Port d'Anvers, hangar 47. Les tortues ont eu un tuyau, un conteneur bourré de coques. Facile, personne pour surveiller, le coup paraît simple. Mustapha K, le leader, coupe le cadenas. À l'intérieur, c'est le jackpot. Des sacs, des dizaines de sacs de poudre blanche pure. On va être riches, les gars. Sauf que ces sacs, ils appartenaient, et pas à n'importe qui, ils appartenaient à Gwyneth Marta. Le Gwyneth Marta, le parrain d'Amsterdam. L'homme qui a inventé le jeu avant que Taghi sache même épeler cocaïne. Et Gwyneth Marta, il n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Le pire dans cette histoire, ce n'est pas que les tortues aient volé Marta, c'est qui les a renseignés. Benaouf A, l'ami d'enfance de Marta, son frère de sang, le parrain du fils de Marta même, l'homme qui avait juré fidélité éternelle. Bon, fidélité éternelle dans la Mocromafia, ça dure le temps d'un virement bancaire. Hein. Le plan de Benaouf était diabolique. Faire voler la coque de Marta par des idiots, laisser Marta découvrir le vol, récupérer la coque sur les cadavres des tortues, accuser un clan rival, profit. Sauf que Marta n'est pas née de la dernière pluie. Le 17 octobre, 48 heures après le vol, Marta reçoit un appel, son dock manager au port. « Boss, on a un gros problème. Le conteneur 447B est complètement vide. » Silence. Combien ? 200 kilos, boss. 200 kilos, dont la valeur s'estime à 10 millions d'euros. Mais ce n'est pas l'argent qui fait péter un câble à Marta, c'est plutôt le respect. Parce que là, on vient de l'humilier publiquement. Car dans ce milieu, si tu perds le respect, bien en fait tu es mort, et littéralement. Marta met 24 heures à comprendre. Les caméras du port, les témoignages, les coups de fil interceptés, tout mène à une conclusion impossible. C'est Benaouf, son propre frère, qui l'a trahi, son meilleur ami. Vous savez ce qui se passe quand vous mettez des crabes dans un panier ? Eh bien en fait, aucun ne s'échappe. Pas parce que le panier est trop haut, mais parce que dès qu'un crabe essaye de sortir, les autres le tirent vers le bas. Bienvenue dans la Mocromafia, où tes pires ennemis sont même tes anciens frères.
Le 19 octobre à Amsterdam, les corps commencent à tomber. Tortue numéro 1, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Mustapha K, retrouvé dans le canal, 14 balles, la tête presque détachée. Tortue numéro 2, Farid L, brûlé vif dans sa voiture. Ces cris ont réveillé même tout le quartier. Tortue 3, Nourdine B, a disparu. Mais on retrouvera des morceaux éparpillés comme un puzzle. Quelle horreur. Tortue numéro 4, Mohamed S, le chanceux, juste torturé 3 jours avant l'exécution. C'est ironique, bien entendu. Le message de Martha est clair. Vous touchez à mes affaires, je vous efface de l'existence. Mais ce n'est pas les tortues le vrai problème, c'est Benaouf. Et Benaouf, il est prêt. Amsterdam, Stalidenbert, le quartier de Benaouf. Il sait que Martha arrive. D'ailleurs, il a déjà transformé le quartier en forteresse. Des guetteurs à chaque coin, des tireurs sur les toits, des voitures béliers prêtes. La guerre des frères va commencer. Ce qui va suivre, ce n'est pas juste une guerre de gangs. C'est l'apocalypse, des kalachnikovs dans les rues, des civils pris entre deux feux, des flics complètement dépassés et des morts par dizaines. Et le plus beau, pendant qu'ils s'entretuent, un petit malin observe depuis l'ombre, un certain Ridouane Taghi qui prend des notes. 200 kilos de coq, 4 tortues mortes, 2 frères ennemis. C'est comme ça que l'Empire s'est effondré et c'est comme ça que le chaos a commencé. Prêt pour découvrir ce qui s'est vraiment passé dans les rues d'Amsterdam ? Alors accrochez-vous. Parce que Scarface à côté, c'est oui au pays des bisounours. Avant Taghi, avant Bolios, avant tous ces wannabes, il y avait un roi. Gwyneth Martha. Un nom que les nouvelles générations ne connaissent même plus. Pourtant, c'est lui qui a tout inventé. Le système, les routes, les méthodes. Taghi, lui, c'était un simple élève qui a bien appris ses leçons. Donc imaginez un peu Amsterdam dans les années 90. Un gamin du Suriname débarque avec un ballon de foot et un rêve, jouer pour l'Ajax. Et le pire, c'est qu'il était vraiment doué. Les recruteurs de l'Ajax l'avaient même repéré. Ailier gauche, rapide, technique, la totale. Il aurait pu être le nouveau Kluivert. Mais la rue, elle appelle plus fort que le stade. À 17 ans, Gwyneth fait son choix. Exit le maillot rouge et blanc. Bonjour la poudre blanche. Et franchement, quel choix! Le génie de Martha. Pendant que les autres dealaient au coin de la rue comme des amateurs, Martha pensait, il observait, il calculait. Sa révélation, c'est pourquoi vendre au gramme quand on peut vendre à la tonne. Souvent, tous les génies criminels ont cette pensée. En 1998, Martha crée le premier réseau structuré. Import direct depuis le Suriname, corruption systématique au port, distribution en pyramide et blanchiment via les coffee shops. En 5 ans, il passe de petit dealer à millionnaire, de la bicoque à la villa et du scooter à la Bentley. Logique. En 2003, c'est l'apogée. Martha organise une fête, c'est son 30e anniversaire. Location du Jimmy Woo, la boîte d'Amsterdam. La guest list, les footballeurs de l'Ajax, ses anciens potes, des politiciens locaux dans sa poche, des flics corrompus 50% du commissariat et les barons du crime, ses employés. Au milieu de la piste, Martha danse. Champagne à 5 000 € la bouteille et Rolex à chaque poignet. Alors c'est pas un poignet, c'est 2 poignets. Le roi incontesté. À côté de lui, son meilleur ami, Benaouf A. Ils lèvent leur verre, frère pour la vie. Et la vie dans la Mocro-Mafia, elle est courte. 2011, la chute commence. Martha se fait arrêter. Direction la prison de Vught. Maximum sécurité, 16 ans ferme. Vous pensez que c'est fini ? Que le roi est mat ? Erreur. En août 2012, surprise, tout le monde pensait que Martha allait pourrir en cellule, mais ses avocats trouvent une faille juridique, faute de preuves. Les portes de la prison s'ouvrent et Gwyneth Martha est de nouveau libre. Il retourne à Amsterdam comme un roi, mais un roi aveugle. Il ne sait pas encore que pendant son absence, son frère, entre parenthèses, Benaouf a pris trop de place et que ces fameux 200 kilos vont bientôt disparaître. Martha, en cette fin 2012, c'est plus le roi danseur du Jimmy Woo. Mai 2014, la liste noire.
Martha est libre depuis quelques mois, mais il ne vit plus. Clairement, là, on est vraiment en mode survie. Il sait qu'un contrat est sur sa tête, et le prix du contrat est de 1 million d'euros. Alors il change de planque tous les soirs, il ne dort plus. Il porte un gilet pare-balles extrêmement lourd, 24 heures sur 24, même pour aller aux toilettes, même pour manger. Il a établi une liste de la mort, tous ceux qui l'ont trahi, et Benaouf est en tête. Mais il y a un problème, il n'a plus l'argent pour payer ses tueurs, car son empire est à sec. Le 22 mai 2014, à Amstelveen, à 22h30, Martha sort d'un restaurant de shawarma avec une connaissance. Il est plutôt détendu pour la première fois, il pense même être en sécurité dans ce quartier chic. Erreur. Une BMW noire surgit. 2 hommes sortent, cagoulés, armés de fusils d'assaut AK-47. Martha court, il essaye de se cacher derrière une petite voiture, mais les tueurs ne lui laissent aucune chance. Ils ne tirent pas pour tuer, ils tirent pour pulvériser. 80 balles, vous avez bien entendu. 80 douilles retrouvées au sol. Le gilet pare-balles de Martha, déchiqueté, et son corps, une véritable passoire. C'est une exécution publique, un message envoyé à toute l'Europe. Même le roi peut être transformé en viande hachée. Les tueurs prennent la fuite, ils ne seront jamais d'ailleurs retrouvés. Sur le trottoir, sous les néons du restaurant, Gwyneth Martha rend son dernier souffle. Il voulait mourir comme Scarface, il a eu ce qu'il voulait. Mais sa mort ne va pas arrêter la guerre. Au contraire, elle va la rendre incontrôlable. Car ses lieutenants jurent vengeance et ils ont une cible, Benaouf. Vous voulez savoir le pire dans cette histoire? C'est que Benaouf et Martha, eh bien en fait, ils n'étaient pas juste partenaires. Ils étaient frères, et pas de sang, mais de vie. Amsterdam-Ouest, en 1987, 2 gamins de 8 ans dans la cour d'école. Gwyneth, le petit Surinamais, mais qui parle mal néerlandais, et Benaouf, le jeune Marocain arrivé l'année d'avant. Les autres gosses se moquent. « Retournez chez vous !» Gwyneth et Benaouf, ils se regardent, ils se comprennent, et dos à dos contre le monde. 25 ans plus tard, ils contrôlent Amsterdam ensemble, le rêve américain version hollandaise, jusqu'à ce que l'argent détruise tout. Benaouf, c'est un peu l'architecte de l'ombre. Si Martha était le muscle, Benaouf était le cerveau. Martha négociait avec les Colombiens, alors que Benaouf, lui, calculait les marges. Martha recrutait des soldats, Benaouf planifiait les routes. Martha dépensait au Jimmy Woo, Benaouf, lui, intelligent, investissait dans l'immobilier. Le mec était quand même un génie financier, car à 30 ans, il avait quand même blanchi tellement d'argent que même les banques suisses étaient jalouses. Son système, eh bien, 47 sociétés écrans, 15 restaurants pour le blanchiment, 8 agences immobilières pour le recyclage et 3 boîtes de nuit, cash only. En 2008, le mariage de Benaouf. L'Okura Hotel, 500 invités, le gratin du crime organisé européen. Et qui est son témoin, je vous le donne en 1000 ? Martha, évidemment. Son discours ? Benaouf, c'est plus qu'un frère, c'est ma moitié, sans lui je ne suis rien, et blablabla. Les invités applaudissent, Benaouf essuie une larme, Martha le serre dans ses bras, et dans 4 ans, ils essayeront de s'entretuer. En 2011, l'arrestation de Martha, eh bien, c'est lorsque Benaouf prend les commandes, temporairement, le temps que son frère sorte. Sauf que le pouvoir, c'est un peu comme la coque. Une fois que tu y as goûté, impossible d'arrêter. Benaouf découvre les comptes, les vrais comptes. Et en réalité, Martha lui cachait 60% des profits. 60%, c'est énorme. Et là, Benaouf se dit « Mon frère me volait depuis le début. » Et c'est là qu'il craque. La trahison supposée justifie la vraie trahison. Il commence à voir Martha différemment. Plus comme un frère, mais plutôt comme un obstacle. Fin 2012, le piège qui se referme. Benaouf a réussi son coup. Les tortues ont volé la coque. Martha est furieux, mais il ne sait pas encore qui frapper. Benaouf se sent intouchable dans son quartier de Stalidenburt. Il pense avoir gagné la partie d'échecs. Mais il a sous-estimé la rage de Martha. Martha ne prépare pas une simple vengeance. Il prépare une opération militaire. Il rassemble une équipe de tueurs. Il achète des armes lourdes et il repère les lieux. Benaouf ignore qu'il ne lui reste que quelques heures avant l'enfer. Le 29 décembre 2012, Benaouf sort boire un verre
il est plutôt détendu. Il n'a aucune idée que 4 voitures noires, remplies d'hommes cagoulés, sont en route vers lui. La guerre froide est finie. La guerre chaude va commencer et elle va faire trembler toute l'Europe. Rendez-vous en enfer. Le 29 décembre 2012, à 20h07, Amsterdam-Ouest, ce qui va se passer dans les 37 prochaines minutes va transformer Amsterdam en Bagdad pour de vrai. Les habitants du quartier pensaient vivre leur vendredi soir tranquille, dîner, Netflix, dodo. Ils allaient vivre leur nuit la plus longue. 20h, le calme avant la tempête. Café de Rieger. Les vieux jouent aux cartes, les jeunes sirotent leur bière, normal quoi. Dehors, Fatima promène ses jumeaux de 4 ans. Allez, encore 5 minutes et on rentre. À l'étage, Mohamed regarde Ajax PSV. 2-1 pour l'Ajax, il crie de joie. Dans 7 minutes, ils seront tous à plat ventre, en train de prier. 20h07, première alerte. La caméra 47B du coin de la rue intercepte une Mercedes classe S noire, vitre teintée, plaque belge. Puis une deuxième, une troisième, une quatrième. Le convoi de la mort arrive. À 20h12, contact, première rafale. Les vitres du café de Rieger explosent. Les cartes volent, le sang aussi. Fatima plaque ses enfants au sol. « Fermez les yeux, fermez les yeux !» Mohamed se jette derrière son canapé, la télé explose. Fin du match. Les forces qui sont présentes. Pour la team Martha, on comptabilise 50 hommes. 30 Kalachnikov AK-47. 10 Scorpions, c'est des mitraillettes tchèques. C'est tout ce que je sais. 5 RPG-7, des lance-roquettes. Des gilets pare-balles, une coordination militaire. Pour la team Benaouf, nous avons 30 hommes, 20 Glock 17, 5 Uzi, 2 fusils de sniper, une position défensive et une excellente connaissance du terrain. Des lance-roquettes. Dans une capitale européenne en 2012, c'est pas en Syrie, c'est à Amsterdam. 20h15, l'enfer se déchaîne. Les hommes de Martha avancent, méthodiques, groupe de 5, couverture mutuelle. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des soldats. Premier RPG. L'entrée du bâtiment de Benaouf, pulvérisée, briques et mortiers qui volent. Les snipers de Benaouf ripostent. 2 hommes de Martha tombent. Ibrahim, 67 ans, habitant, dira « J'ai fait la guerre du Liban à Beyrouth en 82. Ce soir-là, à Amsterdam, croyez-moi, c'était pire. » 20h18, les civils sont pris au piège. Une vidéo amateur filmée depuis un balcon. On entend la respiration paniquée du caméraman. Et à l'écran, des hommes cagoulés qui courent, des éclairs de balles, un corps qui tombe. « Ils vont tous nous tuer !» La caméra tremble, tombe, c'est le noir. 20h20, la réponse des autorités. Première patrouille de police, 2 agents, pistolet de service 9 mm. Ils voient la scène, ils échangent un regard et font demi-tour. On va chercher des renforts. Traduction, on n'est pas payé pour ça, 20h25, le duel au sommet. Martha, lui-même, entre en scène. Kalachnikov doré, oui, doré. Il avance au milieu de la rue, à découvert. « Benaouf, sors de là, fils de pute !» Les balles sifflent autour de lui. Il s'en fout. La rage le rend invincible. Benaouf apparaît au 4e étage. Desert Eagle en main. Leurs regards se croisent. 25 ans d'amitié. 2 secondes de reconnaissance. Puis Martha lève son arme. Benaouf saute. 4e étage. Le mec fait un salto arrière et plouf, dans le canal. Michael Phelps sous crack. À 20h30, le bilan humain. Et surtout, beaucoup de dégâts collatéraux. Au sol, nous avons Youssef Lkorf, 28 ans. C'était juste un passant. Il s'est pris 7 balles. Il est mort. Saïd El Yazidi, 31 ans. Un vendeur de fleurs qui s'est pris 12 balles. Mort lui aussi. Rachida M, 45 ans. Une mère de famille qui s'est pris une balle perdue, qui est devenue donc paralysée. Kevin, un petit garçon de 8 ans, qui s'est pris des éclats de grenade, 47 points de suture. Ça aurait pu être pire. Des innocents, des gens qui rentraient du boulot, qui achetaient du pain, qui vivaient leur vie, morts pour 200 kilos de poudre blanche. 20h44, le silence. Aussi vite que ça a commencé, ça s'arrête.
Les voitures démarrent, les hommes fuient. En 3 minutes, la rue est vide, sauf les corps, et le sang, et les pleurs. À 21h15, l'État reprend le contrôle, mais 45 minutes après. 45 minutes. Les forces spéciales débarquent. Hélicoptères, blindés, la totale, hein. Pourquoi ? Juste pour ramasser les cadavres. D'ailleurs, un témoignage d'un policier qui dira « Lorsqu'on est arrivé, c'était Fallujah. Il y avait des douilles partout, du sang, des morceaux de... » Il n'a même pas fini sa phrase. Il dira « J'ai vomi. 15 ans de métier et j'ai vomi. » Pour la première fois, l'Europe découvre. Les JT du monde entier montrent les images. Fusillade à Amsterdam, guerre des gangs, la Hollande, Nouveau-Mexique. Les politiques promettent plus jamais ça, tolérance zéro, la guerre au crime. Spoiler, 12 ans plus tard, c'est 10 fois pire. Stalidenburg, 14 décembre 2012, 37 minutes. C'est le jour où Amsterdam a perdu son innocence. C'est le jour où les Pays-Bas sont devenus un narco-État. C'est le jour où les crabes ont commencé à vraiment s'entre-dévorer. 2 morts officielles, 14 blessés graves, 200 traumatisés à vie, pour 200 kilos de coque. Et ce n'était que le début. Vous savez pourquoi les pêcheurs n'ont jamais besoin de couvercle sur un panier de crabes ? Eh bien, faites l'expérience, je vous y invite. Mettez 10 crabes dans un seau et regardez. Dès qu'un crabe essaye de grimper, les 9 autres le tirent vers le bas. Pas par méchanceté, mais plutôt par instinct de survie. Alors bienvenue dans la mocromafia, où l'instinct de survie devient un instinct de destruction mutuelle, comme les crabes. Avant, dans le crime organisé, on avait des codes. La Cosa Nostra, la famille d'abord. Les Yakuza, l'honneur avant tout. Les cartels, plata o plomo, argent ou plomb. La mocromafia, désolé pour la vulgarité, mais ça serait plutôt « nique tout le monde et même ta mère ». Romantique, non ? Le cas numéro 1, l'alliance de 24 heures. Le 15 janvier 2013, Rachid B et Nordin T s'allient contre Martha. Le 16 janvier, à 8 heures, ils attaquent ensemble une planque. Le 16 janvier, 14 heures, ils se partagent le butin. Et là, écoutez bien. Le 16 janvier, 20 heures, Rachid fait descendre Nordin pour garder sa part. 6 heures. L'alliance a duré 6 heures. C'est moins long qu'un vol Paris-New York. Comment ça marche ? Étape numéro 1. La promesse. Frères, ensemble on est plus fort. Étape 2. L'action. On fait le coup ensemble, on partage les risques. Étape 3. Le calcul. Si je le tue, je double mes profits. Étape 4. La trahison. Bang. Désolé frère, business is business. Étape 5. Le cycle. Le prochain fera pareil, et ainsi de suite. En mars 2013, dans un restaurant marocain à Amsterdam Nord, dans une arrière-salle, 8 chefs de clan. Ils sont là d'ailleurs pour créer une alliance contre Martha et Benaouf. Mohamed Z se lève. « Messieurs unis, nous sommes invincibles. » Des applaudissements, des accolades et du thé à la menthe qui coule à flot. 3 semaines plus tard, Mohamed Z mort, empoisonné par son allié Karim. Karim, quant à lui, mort également, abattu par les hommes de Hassan. Hassan, à son tour, mort dans une voiture piégée par Saïd. Et Saïd, c'est le dernier vivant pour l'instant. Sur les 8 alliés, 6 morts en 2 mois, et tués par leurs frères. Le tarif du Judas. Si tu veux faire tuer ton partenaire, il y a un prix. Pour un associé lambda, on va dire 10 000 €. Pour un lieutenant important, 25 000 €. Pour un chef de clan, on monte à 50 000 €. Et pour les membres de la famille d'un des 3, c'est 5 000 €. Une réduction familiale. Oui, vous avez bien entendu. C'est moins cher de tuer un cousin, une mère, une tante, un enfant. C'est vraiment une logique de merde. L'histoire d'Omar et de Youssef. Et là, on part vraiment dans un cas extrême. Omar et Youssef sont frères. Ils sont frères de sang. Ils ont la même mère, ils ont le même père. En 2011, ils dealent ensemble. Ils sont inséparables. En 2012, ils montent leur réseau, 50-50. En 2013, le réseau explose, 10 millions de chiffres d'affaires. En 2014, Omar veut 60% et Youssef refuse.
Le 15 mai 2014, pendant un dîner familial, la maman a cuisiné, toute la famille est là. Omar se lève et dit « J'ai une annonce à faire ». Il sort son flingue et tire. Youssef s'effondre dans son couscous. La mère qui hurle « Mon fils, tu as tué ton frère !» Omar qui réplique « C'était lui ou moi, maman ?» Voilà le système. Pas de loyauté, pas d'honneur, pas de famille. Juste des crabes qui s'entre-dévorent. Et pourquoi ce système persiste ? Paradoxalement, ça marche pour certains. Parce qu'il n'y a pas de structure fixe, donc difficile à infiltrer. Il n'y a pas de chef unique, donc impossible à décapiter. Et des trahisons constantes font qu'il y ait une sélection naturelle des plus vicieux. Darwin serait fier, je vous dis. La survie du plus traître. Un ex-membre repenti dira « Dans la rue, tu ne dois faire confiance à personne. Personne. Même ton frère, ton propre frère, il te plantera. Ta femme, elle te balancera. Et ton chien, bon, ok, le chien, ça va. » Donc, plus les gens trahissent, plus personne fait confiance, plus les gens trahissent en premier, et le cercle vicieux est infini. Amsterdam aujourd'hui, un dealer de 19 ans compte ses billets. Son associé entre. « Salut frérot !» Le jeune met la main sur son flingue automatiquement par réflexe. « Ouais, salut !» Ils se checkent, ils se sourient. Mais leurs yeux, eux, restent morts, calculateurs. Chacun pense quand est-ce qu'il va me la mettre. Le bilan du panier. Donc depuis 2012, 300 trahisons documentées, 150 alliés tués par leurs partenaires, 0 alliance qui a duré plus d'1 an, 100% de paranoïa. Et le plus tragique, c'est que ce système, il ne profite qu'à un seul type de personne. Celui qui reste dans l'ombre, celui qui monte les uns contre les autres, qui ramasse les miettes, les taguis, les bolios, les fantômes. Pendant que les crabes s'entretuent dans le panier, le pêcheur, lui, compte ses billets. La Mokromafia a créé un système criminel presque parfait, où tout le monde, en réalité, perd. Sauf ceux qui ont compris qu'il ne faut faire confiance à absolument personne. Cela fait 12 ans que les tortues ont volé ces 200 kilos maudits, que Martha et Benaouf se sont entretués, et que le panier de crabes s'est refermé sur Amsterdam. Le bilan, on va compter les morts, mais d'abord regardons qui a vraiment gagné. Les vrais vainqueurs, pendant que Martha et Benaouf s'étripaient, qu'est-ce que faisait Tagui ? Lui, il prenait des notes. En 2012-2014, Tagui assiste à chaque guerre. Pas pour combattre, il apprend. Martha attaque trop frontalement, il notera « rester invisible ». Benaouf fait trop confiance, je note « ne jamais avoir d'amis ». Les alliances explosent, je note « toujours trahir en premier ». Le mec a fait de la guerre des autres son MBA, Master en barbarie appliquée. Ce que 200 kilos ont déclenché. En 2012, 2 morts officiels, à Stalindenburg. En 2013, 47 morts dans la guerre des clans. En 2014, 73 morts au total. Entre 2015 et 2020, 200 morts et plus pendant l'ère de Tagui. 2021-2024, 300 morts et plus post-Tagui. Total, un peu plus de 600 morts pour 200 kilos qui valaient 10 millions. Ça fait environ 30 000 € le cadavre, un prix de gros. Avant 2011, la capitale mondiale de la tolérance, des vélos, des coffee shops tranquilles, des touristes détendus. Après 2024, des grenades hebdomadaires, des princesses en bunker, des no-go zones et des touristes qui fuient. Une personne âgée d'Amsterdam dira « Mon Amsterdam est morte avec Martha et Benaouf. Maintenant c'est Gotham City et il n'y a que des jokers et pas un seul Batman. » La leçon du panier. Vous savez pourquoi les mafias traditionnelles survivent depuis des siècles ? Comme je vous disais, la Cosa Nostra a duré quand même 200 ans. Les triades, 300 ans, les Yakuza, 400, la Mokromafia, déjà en autodestruction après 20 ans. Parce que les autres ont compris, car sans code, sans honneur, sans structure, tu crées pas un empire, tu crées juste un cimetière. Mais ça, c'est le génie malsain du système. Plus ça s'autodétruit, plus il y a de chaos, plus il y a d'opportunités, plus ça attire les requins. 2024 et après, on compte
15 clans majeurs, 50 sous-groupes, 200 environ cellules, 0 loyauté, 0 structure et 100% chaos. C'est plus une mafia, c'est juste une guerre civile permanente avec de la coque au milieu. Aujourd'hui, Amsterdam, en pleine nuit, un jeune de 16 ans charge son Glock. Ses potes sont autour. C'est tous des mineurs. « C'est qui déjà, Martha ?» demande l'un. « Je sais pas, moi, un vieux con qui est mort. » Ils rigolent. Check leur téléphone, une commande vient de tomber. 50K pour le mec de la photo. On y va ? Let's go. Ils ne connaissent même pas l'histoire. Ils s'en foutent. Pour eux, Martha, Benaouf, même Taghi, c'est de l'histoire ancienne. Mais ils répètent exactement les mêmes erreurs. La vérité est brutale. Les 200 kilos de 2012, ils ont été vendus, sniffés, pissés, oubliés. Mais leur malédiction continue. Chaque balle tirée aujourd'hui, chaque grenade qui explose, chaque gamin qui meurt, c'est l'écho de cette nuit où Martha et Benaouf ont choisi la guerre. Et le pire, le système s'exporte. Paris, les clans s'entretuent à Sévran. Bruxelles, la guerre ouverte à Molenbeek. À Berlin, les parcs deviennent des champs de bataille. Et à Londres, la County Lines reprend le modèle. Le panier de crabes néerlandais est devenu un modèle européen. Martha voulait être le roi d'Amsterdam, il est mort. Benaouf voulait le remplacer. Il est enterré vivant dans une cellule de béton. Et il a pris 20 ans minimum. Bon, c'est presque pire que la mort. Taghi a voulu tous les dominer. Il est en prison à vie. Et les nouveaux, ils veulent juste survivre un jour de plus. Parce que dans le panier de crabes, il n'y a pas de gagnants. Juste des survivants temporaires. Quelque part à Amsterdam, une mère pleure son fils tué hier pour 3 grammes. Quelque part, un père identifie un corps, son gamin de 17 ans. Quelque part, les fantômes de Martha et Benaouf regardent leur ville détruite. Si les morts pouvaient parler, ils diraient quoi ? Tout ça pour 200 kilos. L'histoire de la Mocro-Mafia, ce n'est pas l'histoire de Taghi. C'est l'histoire de comment des frères sont devenus ennemis, comment des ennemis sont devenus des monstres et comment des monstres ont créé un enfer. Amsterdam 2012, 200 kilos, une amitié brisée. Amsterdam 2024, 600 morts, une ville brisée. Le panier de crabes est toujours là et ils continuent tous de s'entre-dévorer pour toujours. C'était Mess sur Empreinte criminelle. Si cette enquête vous a intéressé, je vous invite vivement à vous abonner. Ciao!